La pluie tombait sur le manoir Ashworth comme un verdict rendu par les cieux gris d'automne, chaque goutte frappant les pierres anciennes avec la persistance du souvenir lui-même, et le carrosse qui gravissait l'allée sinueuse semblait porter dans ses sombres confins tout le poids des dettes impayées et des promesses rompues. Eleanor Vance pressa la paume de sa main contre la vitre froide de la fenêtre du carrosse, regardant le manoir émerger de la brume, telle une créature surgissant d'eau trouble, tout en tours et en ombre, avec des fenêtres qui luisaient d'une lumière ambrée, mais ne promettaient aucune chaleur. Elle avait 24 ans, et elle avait déjà appris que la vie exigeait des sacrifices de ceux qui avaient le moins les moyens d'en faire, que la dignité était un luxe que l'on achetait par la souffrance, et que l'amour était un mot prononcé par ceux qui n'avaient jamais connu la honte particulière de voir un père jouer et perdre tout confort, toute sécurité, tout avenir. Le carrosse s'arrêta dans une secousse devant de grandes portes de chêne, et un laquais se matérialisa depuis la pénombre pour l'aider à descendre, le visage soigneusement impassible, de cette manière que les serviteurs perfectionnaient lorsqu'ils désiraient ne rien voir et en savoir moins encore. À l'intérieur, le hall d'entrée s'élevait vers les ténèbres, des portraits d'ancêtres sévères observant depuis leur cadre doré, et les bottes de voyage d'Éléanore résonnaient contre le sol de marbre, tandis qu'elle suivait un majordome silencieux, à travers des couloirs qui sentaient la cire d'abeille et quelque chose de plus ancien. Quelque chose qui murmurait un chagrin conservé comme des fleurs pressées entre les pages d'un livre. Et puis il était là, Lord Sebastian Ashworth, debout devant un feu qui ne faisait rien pour adoucir les lignes dures de son visage, un homme de 32 ans qui portait son amertume comme une armure forgée dans quelque fournaise intime de la douleur. Il ne sourit pas, il ne tendit pas la main, il la regarda simplement avec des yeux de la couleur des tempêtes d'hiver, et Éléanore sentit tout le poids de sa condition diminuée s'abattre sur ses épaules comme un manteau qu'elle porterait pour le reste de ses jours. « Mademoiselle Vance », dit-il, et son nom dans sa bouche sonnait comme une accusation. Vous comprenez les termes. Ce n'était pas une question. Elle comprenait. Les dettes de son père, vertigineuses, honteuses. La ruine accumulée d'années passées aux tables de cartes et dans les maisons de jeu seraient payées en totalité. Sa sœur cadette, Clara, aurait une dot, un avenir, une chance de mener la vie respectable qu'Éléanore elle-même était en train de sacrifier. En échange, Éléanore deviendrait Lady Ashworth, l'épouse d'un homme qui la regardait avec quelque chose de plus froid que l'indifférence. « Je comprends », répondit-elle, et sa voix ne trembla pas, bien que quelque chose dans sa poitrine semblât se fissurer le long de lignes de failles dont elle ignorait l'existence. Sébastien s'approcha, et la lumière du feu attrapa les angles vifs de sa mâchoire, la beauté cruelle de traits qui auraient pu être sculptés dans le marbre par un artiste qui comprenait la souffrance. « Soyons clairs, dit-il, et sa voix était basse, précise. Chaque mot une pierre jetée dans une eau calme. Ce mariage n'a rien à voir avec l'amour, ni avec la compagnie, le réconfort ou aucune des tendres grâces dont rêvent les femmes. Votre père a détruit ma famille. Il a ruiné ma mère avec ses complots et ses fausses promesses, et elle est morte avec sa trahison gravée dans le cœur. Ce mariage, mademoiselle Vance, est ma vengeance, et vous êtes l'instrument par lequel j'obtiendrai enfin satisfaction. » La chapelle se tenait à l'écart de la maison principale, une structure de pierre grise et de vitraux qui avait été témoin de générations d'union Ashworth, bien qu'aucune peut être aussi vide que celle solennisée en cette matinée, balayée par la pluie, où Eleanor Vance devint Eleanor Ashworth, de nom sinon d'autre chose. La pluie striait les anciennes fenêtres, transformant les seins de verre colorés en figures pleurantes, leur bénédiction brouillée par un temps
qui semblait déterminé à faire écho à la solennité de ce qui se passait entre ces murs sacrés. Les bancs s'étendaient, vides, à l'exception d'une poignée de témoins. Madame Brennan, la gouvernante, un avoué aux doigts tachés d'encre qui servait d'observateur légal, et un jeune homme qu'Éléanore apprendrait plus tard être Thomas, le frère cadet de Sébastien, dont l'expression tenait quelque chose comme de la pitié, tandis qu'il la regardait s'approcher de l'autel. Elle portait la robe de mariée de sa mère, retouchée à la hâte à la lueur des bougies dans les semaines précédentes, une soie ivoire maintenant légèrement jaunie par le temps, et elle pensa, en parcourant ce chemin mesuré vers son futur époux qui l'attendait, combien il était étrange qu'elle dût porter une robe destinée à l'amour en entrant dans un contrat entièrement bâti sur la vengeance. Sébastien se tenait rigide comme un soldat attendant des ordres, son manteau sombre impeccable, son visage ne trahissant rien tandis que le vicaire prononçait des mots sur les liens sacrés et le saint mariage qui sonnait faux contre les murs de pierre. « Je fais cela pour Clara », se rappela Éléanore, en répétant des vœux qui avaient un goût de cendre sur sa langue. « Je fais cela pour qu'elle puisse avoir la vie que j'abandonne, pour qu'elle puisse se marier par amour comme notre mère l'a fait autrefois, avant que père ne détruise tout ce qu'il touchait. » Quand Sébastien passa l'anneau à son doigt, un cercle d'or froid qui se refermait sur son doigt comme une entrave, leurs regards se croisèrent, et elle vit dans ses yeux la satisfaction d'un homme qui avait enfin capturé une pièce longtemps convoitée dans quelque jeu privé de rétribution. Le déjeuner de noces fut bref, formel, une performance de civilité jouée pour les domestiques qui colporteraient des histoires, et le soir venu, Éléanore se retrouva installée dans des appartements qui, bien que magnifiquement aménagés en bordeaux et crème, semblaient aussi impersonnels que les chambres d'un bel hôtel. Une femme de chambre nommée Sarah l'aida à se déshabiller, les yeux soigneusement détournés, sa manière suggérant qu'on l'avait mise en garde contre trop de familiarité, et quand Éléanore demanda si l'on pouvait s'attendre à voir Lord Ashworth, les joues de la jeune fille virèrent au cramoisi. « Sa seigneurie a ses propres appartements, milady, » murmura Sarah, « dans l'aile ouest. Vous n'avez pas à vous en soucier. » Le soulagement et l'humiliation se livrèrent bataille dans la poitrine d'Éléanore, tandis qu'elle comprenait. Ce serait un mariage d'existences séparées, des lignes parallèles qui ne se croiseraient jamais, sauf lorsque les apparences publiques l'exigeraient. Plus tard, incapable de dormir, elle s'enveloppa dans un châle et explora le couloir devant sa porte, sa bougie projetant des ombres dansantes sur les murs tapissés. Elle passa porte après porte jusqu'à ce qu'elle atteigne un couloir bloqué par de lourds rideaux, et lorsqu'elle s'apprêta à les écarter, une voix émergea de l'obscurité derrière elle. Madame Brennan, apparaissant comme un spectre dans ses vêtements de nuit. « L'aile était interdite aux visites, milady, » dit la gouvernante, son ton n'étant pas méchant, mais ferme comme le fer. « Ordre de Lord Ashworth. Vous trouverez le reste de la maison ouverte à vous, mais cette partie appartient au passé. » Éléanore se retira dans son lit froid, mais le sommeil ne vint pas, car elle comprenait maintenant qu'elle avait épousé non seulement un homme, mais une maison pleine de portes closes et de pièces interdites, de secrets préservés derrière de lourds rideaux, et quelque part dans l'obscurité, un mari dont l'intention était que sa présence serve de rappel constant de vieilles blessures qu'il refusait de laisser guérir. Les jours qui suivirent s'organisèrent en schéma qu'Éléanore apprit à naviguer comme on apprend la géographie particulière d'une prison, cartographiant quels couloirs menaient à un silence froid et lesquels offraient des moments de paix fragile. Le manoir Ashworth se révéla lentement. Une maison de contradiction où la lumière du soleil tombait à travers de hautes fenêtres sur des planchers que les domestiques polissaient jusqu'à en faire des miroirs, mais où les ombres semblaient se rassembler dans les coins
comme si l'obscurité elle-même avait élu domicile aux côtés des vivants. Madame Brennan se révéla un guide prudent, montrant à Éléanore le petit salon où elle pouvait prendre son petit déjeuner, la bibliothèque dont les étagères s'étiraient vers des plafonds lointains, la serre où les plantes luttaient contre l'hiver approchant, tout en la tenant à l'écart du bureau de Sébastien, avec sa porte perpétuellement fermée, loin de l'aile est et de ses mystères interdits, loin de tout endroit où le maître pourrait être dérangé. Sa seigneurie suit un horaire strict, expliqua madame Brennan un matin, ses mains occupées par un trousseau de clés qui cliquetait comme de petits avertissements. Petit déjeuner à 7 heures, précisément, dans son bureau, seul. Il parcourt à cheval les limites du domaine avant midi, rencontre son intendant ensuite, et dîne à 8 heures dans la salle à manger formelle, bien qu'il requiert rarement de la compagnie. Le message était clair. Le rôle d'Éléanore était d'exister sans être vue, d'occuper de l'espace sans laisser d'impression, d'être une épouse en titre tout en restant une étrangère en vérité. Ce fut Thomas qui brisa le premier cet isolement soigné, apparaissant un après-midi dans la bibliothèque où Éléanore s'était retirée avec un volume de poésie qu'elle ne lisait pas vraiment. Il avait 3 ans de moins que Sébastien, avec les mêmes cheveux sombres et la même mâchoire forte. Mais là où les traits de Sébastien semblaient sculptés dans la pierre d'hiver, Thomas possédait une chaleur qui adoucissait chaque angle, un sourire qui venait facilement et souvent. « Vous êtes donc l'âme courageuse qui a accepté d'épouser mon frère, » dit-il, s'installant sans y être invité dans le fauteuil en face d'elle. « J'avoue que je voulais rencontrer la femme prête à entrer dans cette fosse aux lions particulière. » Ils parlèrent pendant 1 heure, et Éléanore apprit que Thomas vivait au village, gérant une plus petite propriété, ne visitant le manoir que lorsque le devoir l'exigeait ou que la solitude le poussait, qu'il s'inquiétait pour Sébastien, s'inquiétait depuis des années, regardant son frère se retirer davantage dans l'amertume à chaque saison qui passait. « Il n'a pas toujours été comme ça, » dit Thomas, et quelque chose dans ses yeux suggérait des profondeurs de chagrin qu'il n'était pas encore prêt à partager. Mais c'est une histoire pour une autre fois, quand vous nous connaîtrez mieux, si vous choisissez de rester assez longtemps pour l'apprendre. De sa fenêtre ce soir-là, Éléanore regarda Sébastien traverser la cour en contrebas, sa démarche déterminée, ses épaules rigides sous son manteau sombre, et elle observa comment les domestiques s'écartaient de son chemin comme des feuilles devant le vent, comment l'air même semblait s'alourdir en sa présence. « Il veut que je le déteste, » réalisa-t-elle avec une clarté soudaine. « Il veut que je sois malheureuse pour que sa vengeance ait un goût plus doux, mais je ne lui donnerai pas cette satisfaction. » Elle redressa le dos, leva le menton et se fit une promesse. Elle remplirait son devoir avec une telle dignité, une telle grâce, un sang-froid si inébranlable que Sébastien Ashworth ne trouverait aucun plaisir dans sa souffrance, car elle ne lui permettrait pas de la voir souffrir du tout. Les semaines passèrent de cette manière, l'automne s'approfondissant vers l'hiver, les arbres entourant le manoir Ashworth perdant leurs feuilles, comme si la maison elle-même abandonnait toute prétention de chaleur, et Éléanore se sentit de plus en plus agitée dans la cage dorée de son existence sans but, ses journées remplies de rien d'autre que de lecture, de promenades et de l'évitement soigneux d'un mari qui semblait la préférer invisible. C'est cette agitation qui la poussa un matin à chercher Sébastien dans son bureau. Un territoire qu'on l'avait averti de ne pas pénétrer, et quand elle frappa à cette formidable porte de chêne, elle s'attendit à moitié à être repoussée par le silence seul. « Entrez !» vint sa voix, froide comme le gel de novembre sur les fenêtres, et elle pénétra dans une pièce tapissée de registres, de cartes et de la machinerie de l'industrie, où Sébastien était assis derrière un bureau massif, sa plume suspendue au-dessus du papier, alors qu'il la considérait avec un mélange d'irritation et de curiosité. « Je souhaite être utile », dit Éléanore, et elle était fière que sa voix ne vacille pas.
J'ai de l'expérience dans la gestion des comptes du ménage. Ma mère me l'a enseigné avant de mourir, et j'ai tenu les livres de notre famille pendant des années avant que les circonstances ne changent. J'aimerais avoir accès au registre de la maison pour contribuer de manière significative à la gestion de ce domaine. Sébastien posa sa plume avec une lenteur délibérée, ses yeux sombres l'étudiant comme si elle était quelque curieux spécimen qu'il ne s'attendait pas à rencontrer. « Vous méprenez votre position, Madame Ashworth, » dit-il, et le titre formel coupa comme une lame. « Vous n'êtes pas ici pour être utile. Vous êtes ici parce que votre présence représente une dette recouvrée, un équilibre rétabli. La maison fonctionne parfaitement bien sans votre ingérence, comme elle le fait depuis des années. Votre rôle est simplement d'exister entre ces murs, rien de plus, rien de moins. » Quelque chose s'enflamma alors en Eleanor, une étincelle du feu qu'elle avait longtemps réprimée au nom du devoir et de la dignité. Et elle s'approcha de son bureau, les mains serrées le long de son corps. « Je ne suis pas un tableau à accrocher à votre mur, milord, » dit-elle, sa voix s'élevant malgré son intention de rester calme. « Je ne suis pas un trophée à exposer comme preuve de votre victoire. Si vous désiriez un fantôme, vous auriez dû en épouser un. Je suis de chair et de sang, et je ne passerai pas mes journées en ornements inutiles alors que je suis capable de contribuer. » Sébastien se leva de sa chaise, et un instant, elle crut voir quelque chose vaciller dans son regard, de la surprise peut-être, ou quelque chose de dangereusement proche du respect, avant que son expression ne se referme une fois de plus dans une froideur familière. « Vous avez du caractère, » observa-t-il. « Je me demandais si la famille Vance vous en avait totalement dépouillé. »« La réponse est non, Madame Ashworth. Les registres restent ma seule préoccupation. » Il se détourna, la congédiant, et Eleanor partit, sa dignité intacte, mais sa frustration brûlante, se retirant dans ses appartements où elle s'assit près de la fenêtre et regarda l'obscurité s'emparer du domaine en contrebas. Il était près de minuit quand elle l'entendit, une musique dérivant à travers la maison silencieuse comme le murmure d'un fantôme, des notes d'une mélancolie si envoûtante qu'elle se sentit tirée de son lit, suivant le son à travers les couloirs ombragés jusqu'à ce qu'elle atteigne les portes closes de la salle de musique, d'où, par l'interstice en dessous, s'écoulait la lueur d'une bougie et la plus triste mélodie de piano qu'elle ait jamais entendue. Elle n'entra pas, n'osa pas, mais elle pressa la paume de sa main contre le bois froid et écouta Sébastien Ashworth verser dans les touches d'ivoire le chagrin qu'il ne prononcerait jamais à voix haute. Et elle comprit soudain que l'homme qui refusait sa contribution était le même homme qui jouait seul dans les ténèbres, se noyant dans des profondeurs qu'il ne laissait personne voir. L'aile est interdite appelait Eleanor aux heures calmes, ses portes scellées, murmurant des secrets qui pourraient éclairer l'obscurité dans laquelle elle s'était mariée, et par un après-midi gris de novembre, alors que Sébastien était parti à cheval inspecter de lointaines fermes de métayers et que les domestiques s'affairaient dans les cuisines en bas, elle se retrouva debout devant ses portes, le cœur battant contre ses côtes, comme un oiseau en cage désespéré de s'envoler. La poignée tourna sous ses doigts tremblants, non verrouillés, comme si la maison elle-même avait décidé qu'elle était prête à savoir, et elle pénétra dans un couloir où des grains de poussière dansaient dans la lumière pâle, filtrant à travers des fenêtres voilées, où l'air avait le goût de rose depuis longtemps séché et de chagrin longtemps retenu. Les pièces qu'elle traversa montraient des signes d'abandon hâtif, des meubles drapés de draps blancs comme des fantômes de grandeur passée, jusqu'à ce qu'elle atteigne la chambre au bout du couloir et s'arrête sur le seuil, le souffle coupé par la vue qui s'offrait à elle. Un portrait dominait le mur du fond, grandeur nature et lumineux, malgré la pénombre, dépeignant une femme d'environ 40 ans, avec les yeux sombres de Sébastien
et la même fière ligne de mâchoire. Mais là où ses traits parlaient d'hiver, cette femme irradiait de chaleur, son sourire peint suggérant une âme qui avait su aimer librement et pleinement. La pièce autour du portrait avait été préservée comme un sanctuaire, des fleurs fraîches dans un vase de cristal, leurs tiges récemment coupées, un bureau d'écriture avec des papiers encore arrangés, comme si leur auteur pouvait revenir à tout moment, un châle drapé sur une chaise, comme s'il venait d'être retiré d'épaule bien-aimée. « Il vient ici », réalisa Eleanor. « Il entretient cette pièce comme une blessure qu'il ne laissera pas guérir. » Et elle comprit soudain que le maître du manoir Ashworth n'était pas seulement cruel, mais brisé, pas simplement froid, mais figé, dans un moment de perte qu'il ne pouvait relâcher. « Vous ne devriez pas être ici, milady. » Vint la voix de madame Brennan derrière elle, douce d'avertissement et de quelque chose qui aurait pu être de la compassion, et Eleanor se tourna pour trouver la gouvernante debout dans l'embrasure de la porte, son visage buriné gravé d'un vieux chagrin. « Lady Ashworth, » dit Eleanor, désignant le portrait, « la mère de Sébastien. » Madame Brennan hocha lentement la tête, se déplaçant pour se tenir à côté d'Eleanor, les deux femmes contemplant ce visage peint qui semblait contenir toute la chaleur qui manquait maintenant au manoir. Elle était le cœur de cette maison, la lumière qui faisait sourire Lord Sébastien, la raison pour laquelle Lord Thomas rit encore, et lorsque les affaires de votre père ont détruit les investissements de la famille, lorsque la honte s'est avérée trop lourde pour sa constitution délicate, elle a simplement dépéri. Elle s'est alitée et a renoncé à vivre, et le maître l'a trouvée, l'a tenue dans ses bras, tandis qu'elle rendait son dernier souffle, et quelque chose en lui est mort à ses côtés, en ce froid matin de printemps. Les mots frappèrent Eleanor comme des coups physiques, chaque révélation un poids de plus ajouté au fardeau qu'elle portait déjà, et elle s'agrippa au dossier d'une chaise poussiéreuse pour se stabiliser face à l'ampleur de ce que sa famille avait causé. Les jeux de son père, ses combines désespérées, sa volonté de sacrifier n'importe qui pour son propre salut, elle avait connu ces choses abstraitement, avait porté la honte de sa disgrâce, mais maintenant, cette honte se transformait en quelque chose de plus vif, de plus personnel, car elle se tenait dans la pièce où une mère était morte de chagrin causé par la cupidité des Vance. « Je suis la fille de l'homme qui a tué sa mère, » pensa-t-elle, « et il m'a épousée pour me faire payer des péchés que je n'ai pas commis, mais que je ne peux nier. » Quand elle quitta l'aile est, refermant soigneusement les portes derrière elle, Eleanor portait un nouveau poids sur ses épaules. Non pas le ressentiment qu'elle avait nourri comme une armure contre la froideur de Sébastien, mais une culpabilité qui s'installa dans ses os et lui murmura que peut-être sa cruauté n'était pas du tout de la cruauté, mais le seul langage restant à un homme dont la capacité à la douceur avait été enterrée aux côtés de la femme de ce portrait, la femme dont Eleanor verrait désormais le sourire chaque fois qu'elle regarderait dans les yeux endeuillés de son mari. L'hiver descendit sur le manoir Ashworth comme un second mariage, froid, inévitable et transformant tout ce qu'il touchait. Et Eleanor se retrouva à errer dans le village par un matin de décembre mordu par le gel, son souffle formant des nuages devant elle, alors qu'elle cherchait à s'échapper du silence oppressant d'une maison qui semblait rapetisser à chaque jour qui passait. C'est sur la place du village qu'elle les remarqua pour la première fois. Des enfants blottis dans les embrasures de porte, leurs visages pincés par le froid, et quelque chose de pire, le vide terne d'esprit laissé en jachère, d'avenir se rétrécissant déjà avant même d'avoir vraiment commencé. « Il n'y a pas d'école », lui dit la femme du boulanger lorsque Eleanor s'enquit, ses mains burinées ne s'arrêtant jamais de pétrir. Il y en avait une autre fois, du temps du vieux lord, mais après le décès de Lady Ashworth et que le jeune maître s'est renfermé sur lui-même, le maître d'école est parti pour de meilleures perspectives et personne n'a pensé à le remplacer. Les enfants travaillent maintenant dans les fermes ou courent en liberté,
et n'apprennent rien des lettres, des chiffres ou du monde au-delà de ces champs. Cette nuit-là, Éléanore ne put dormir, son esprit retournant les possibilités comme des pierres dans le lit d'une rivière, et au matin, elle avait pris sa décision sans consultation ni permission, car elle avait appris que demander quoi que ce soit à Sebastian Ashworth signifiait recevoir un refus, habillé de froide formalité. La vieille chapelle à la lisière du village était vide depuis des années, ses bancs poussiéreux mais solides, ses fenêtres laissant encore passer la pâle lumière d'hiver, et en une semaine, Éléanore l'avait transformée en quelque chose ressemblant à une salle de classe, avec des ardoises qu'elle avait achetées sur sa petite allocation et des livres qu'elle avait empruntés à la bibliothèque négligée du manoir. Les enfants vinrent avec hésitation au début, envoyés par des mères qui se souvenaient de la gentillesse de Lady Ashworth et se demandaient si la nouvelle maîtresse pourrait porter un écho de cette chaleur, et Éléanore découvrit en elle une patience qu'elle ne se connaissait pas, une joie à voir la compréhension poindre sur de jeunes visages qui rendaient ses propres ennuis plus petits, plus supportables. Elle leur enseignait l'alphabet par un après-midi gris, sa voix portant à travers la chapelle, tandis que de petits doigts traçaient des lettres sur des ardoises usées, lorsque la porte s'ouvrit et que Sebastian Ashworth se tint en silhouette contre le ciel d'hiver, son expression indéchiffrable alors qu'il examinait la scène devant lui. « Vous n'avez pas demandé la permission, » dit-il, et Éléanore se leva pour lui faire face, le menton levé en signe de défi, même si son cœur martelait contre ses côtes. « Je ne savais pas que j'en avais besoin pour faire le bien, » répondit-elle. « Ces enfants n'ont rien, pas d'éducation, pas de perspective, pas d'espoir d'autre chose que la pauvreté dans laquelle ils sont nés. Si être votre épouse signifie quoi que ce soit, que cela signifie que je peux leur donner au moins cela. » La mâchoire de Sébastien se serra, et pendant un long moment, Éléanore se prépara au froid renvoi auquel elle s'était habituée, au rappel qu'elle n'était qu'une transaction, une dette recouvrée. Mais il ne dit rien. Il se tourna simplement et partit, la porte se refermant derrière lui avec un son qui résonna dans la chapelle comme la chute d'un marteau de juge. Elle continua d'enseigner, sa voix stable malgré le tremblement de ses mains, et lorsqu'elle jeta un coup d'œil vers les fenêtres givrées 1 heure plus tard, elle vit son carrosse qui attendait toujours dans l'allée, le vit observer à travers la vitre avec une expression qu'elle ne put nommer. Les enfants partirent à la tombée de la nuit, et Éléanore rentra à pied, à travers la neige, qui avait commencé à tomber en doux murmures. Trouvant à son arrivée que quelqu'un avait livré des couvertures à la chapelle, des couvertures épaisses, chaudes et coûteuses, qui ne portaient aucune note, mais transmettaient néanmoins un message qu'elle commençait seulement à comprendre. Noël arriva au manoir Ashworth, non pas avec joie, mais avec une civilité prudente et fragile, qui donnait à Éléanore l'impression de marcher sur un étang gelé, chaque pas mesuré, chaque souffle retenu contre la possibilité que tout se brise sous ses pieds. Le grand hall avait été décoré sur les instructions de Madame Brennan, du houx et du lierre enroulés autour de rampes qui n'avaient pas vu de tels ornements depuis des années, et des bougies scintillaient aux fenêtres qui donnaient sur un monde transformé par la neige en quelque chose de presque paisible, de presque indulgent. Thomas était descendu de Londres pour l'occasion, sa présence servant de tampon entre les silences tendus qui caractérisaient encore les interactions d'Éléanore avec Sébastien, et tous les trois s'assirent au dîner de Noël comme des acteurs dans une pièce qu'aucun d'eux n'avait répétée, parlant du temps, des affaires du domaine et de tout ce qui ne touchait pas à la vérité compliquée de la raison pour laquelle ils étaient réunis en premier lieu. Éléanore avait passé des semaines à préparer son cadeau, l'avait découvert tout à fait par accident en cataloguant les étagères négligées de la bibliothèque, un mince volume de poésie, ses pages usées et douces par des mains aimantes, ses marges remplies d'annotations dans une écriture féminine
qu'Eleanor avait appris à reconnaître d'après les lettres conservées dans le sanctuaire de l'aile Est. Les vers préférés de Lady Ashworth, ses pensées intimes consignées à l'encre pâlie à côté de strophes sur l'amour, la perte et la persévérance de l'espoir à travers les nuits les plus sombres de l'hiver, et Éléanore avait porté la fragile chose au relieur du village, avait payé de sa petite allocation pour le faire restaurer et préserver dans un cuir couleur de vin, l'avait enveloppé dans un papier qu'elle avait décoré elle-même avec des fleurs d'hiver pressées. Quand elle le présenta à Sébastien après le dîner, tandis que Thomas s'occupait de brandy près du feu, elle scruta son visage à la recherche de tout signe du froid renvoi auquel elle s'était habituée, de toute indication qu'elle avait franchi les frontières invisibles qui régissaient leur étrange arrangement. Mais Sébastien Ashworth, qui s'était si soigneusement cuirassé contre les sentiments, qui avait fait de la cruauté son bouclier et de la distance sa forteresse, se tenait simplement là, tenant la poésie de sa mère dans des mains qui tremblaient presque imperceptiblement, ses yeux sombres parcourant l'écriture familière, sa gorge se serrant sur des mots qui ne voulaient pas venir. Il partit sans parler, le livre serré contre sa poitrine comme quelque chose de précieux et de blessant à la fois, et Éléanore se dit qu'elle n'avait pas espéré plus, n'avait pas imaginé un seul instant qu'un tel cadeau pourrait combler le gouffre entre eux. Cette nuit-là, en se préparant pour le lit dans sa chambre solitaire, elle la trouva qui l'attendait à sa porte. Une seule rose, d'un blanc impossible contre le bois sombre du seuil, ses pétales parfaits malgré la saison, clairement cultivée dans une serre et coupée par des mains qui l'avaient choisie avec soin. Il n'y avait pas de mots, pas d'explication, seulement cette fleur parlant dans un langage plus ancien que les mots, et Éléanore la pressa contre ses lèvres, respira sa douceur et se demanda si Sébastien Ashworth savait même qu'il était capable de tels gestes, ou si cette tendresse n'émergeait que lorsqu'il pensait que personne ne regardait. Le soir suivant, elle descendit pour dîner, s'attendant au plateau habituel dans sa chambre, pour trouver Sébastien, qui l'attendait dans la salle à manger, la table mise pour deux, la lueur des bougies adoucissant des traits qui semblaient moins sévères, en quelque sorte, moins sur la défensive. « J'ai pensé », commença-t-il, puis s'arrêta, comme si les mots lui coûtaient quelque chose qu'il n'était pas certain de pouvoir se permettre de dépenser. « J'ai pensé que nous pourrions dîner ensemble, si vous n'êtes pas occupé par ailleurs. » Ils parlèrent avec hésitation cette nuit-là, de livres, de musique et des petites préoccupations du domaine, et si leur conversation ressemblait à celle de deux étrangers se rencontrant pour la première fois, plutôt qu'à celle d'un mari et d'une femme, ce fut néanmoins un début, une fissure dans une armure qui avait semblé impénétrable, une porte entr'ouverte juste assez pour laisser entrer la plus faible promesse de lumière. Ce fut Thomas qui la trouva dans la bibliothèque un après-midi de janvier, ses doigts traçant les dos des livres qu'elle avait appris à connaître aussi intimement que les chambres de son propre cœur. Et quelque chose dans son expression dit à Éléanore qu'il l'avait cherchée avec une intention, que la salutation désinvolte qu'il offrait n'était qu'un prélude à des mots qu'il portait depuis un certain temps. « Vous l'avez changé, vous savez, » dit Thomas, s'installant dans le fauteuil en face du sien, avec la grâce facile qui caractérisait tout ce qu'il faisait, si différent de la formalité rigide de son frère. Oh, il le nierait. Sébastien a toujours été un maître pour nier les choses qui comptent le plus. Mais je l'ai observé ces dernières semaines. J'ai observé la façon dont ses yeux vous suivent à travers les pièces, la façon dont il s'attarde au petit déjeuner, en espérant que vous pourriez apparaître, et je vois quelque chose que je pensais ne jamais revoir. Le fantôme du frère dont je me souviens. Éléanore mit son livre de côté, son pouls s'accélérant aux mots de Thomas, même si elle disciplinait ses traits en une neutralité soignée, car elle avait appris que l'espoir était une chose dangereuse dans cette maison, une flamme qui pouvait réchauffer ou consumer
avec une égale indifférence. « Il n'a pas toujours été comme ça, » continua Thomas, sa voix s'adoucissant avec le souvenir, son regard dérivant vers la fenêtre givrée, comme s'il regardait en arrière à travers le temps lui-même. Quand nous étions garçons, Sébastien était celui qui riait le plus fort, qui rêvait le plus grand, qui croyait avec une certitude absolue que le monde était bon et que la bonté serait récompensée. Il voulait construire des écoles pour chaque village de nos terres, moderniser les usines pour que les ouvriers n'aient pas à sacrifier leur santé pour un salaire, prouver que la richesse et la compassion pouvaient marcher main dans la main. Eleanor se pencha en avant, avide de ces fragments d'un homme qu'elle ne faisait qu'entrevoir sous la glace, et Thomas l'obligea avec la générosité d'un conteur qui comprenait le besoin de son public. Notre mère l'adorait pour cela, l'appelait son chevalier errant, sa preuve que le nom Ashworth pouvait signifier quelque chose de noble. Et puis votre père est arrivé avec ses complots et ses fausses promesses, et tout s'est effondré si rapidement qu'aucun de nous n'a pu trouver son équilibre. La voix de Thomas s'alourdit d'un vieux chagrin, et Eleanor sentit sa honte monter comme de la bile dans sa gorge. Le poids familier de péchés qu'elle n'avait pas commis, mais qu'elle portait néanmoins. Elle est morte en croyant que nous allions tout perdre, morte avec Sébastien lui tenant la main et jurant qu'il nous sauverait d'une manière ou d'une autre, et quand les médecins l'ont finalement arraché de son chevet, quelque chose en lui s'était changé en pierre. Il s'est blâmé, voyez-vous, de ne pas avoir reconnu plus tôt la traîtrise de votre père, d'avoir été trop idéaliste pour voir le loup sous les vêtements du gentleman, et cette culpabilité le ronge de l'intérieur depuis 7 ans. Les yeux d'Éléanore brûlaient de larmes qu'elle refusait de verser, comprenant maintenant pourquoi la cruauté de Sébastien avait semblé si pratiquée, si délibérée. Elle ne lui était pas naturelle, mais apprise. Un langage d'autoprotection adopté par un cœur trop blessé pour risquer de s'exposer à nouveau. « Il vous a épousé pour se venger, » dit Thomas doucement, « mais je pense qu'il découvre que la vengeance est une froide compagne, et que vous n'êtes en rien le monstre qu'il avait besoin que vous soyez. Donnez-lui du temps, Eleanor, donnez-lui de la patience, car sous toute cette glace, il y a encore un homme capable d'un amour extraordinaire, si seulement quelqu'un lui prouve que l'amour est à nouveau sûr. » La tempête s'abattit sur le comté avec une fureur qui semblait presque personnelle, comme si les cieux eux-mêmes avaient conspiré pour piéger les habitants du manoir Ashworth entre des murs qui avaient été témoins de tant de chagrin et commençaient seulement à apprendre le langage de quelque chose de plus doux. Et Éléanore regarda depuis la fenêtre du salon le monde au-delà de la vitre se dissoudre dans un chaos de neige battante et de vent qui hurlaient comme des créatures blessées, cherchant un abri qu'elles ne trouveraient jamais. Les domestiques avaient été renvoyés tôt ce matin-là pour retourner auprès de leur famille au village avant que le pire n'arrive. Madame Brennan pressant les mains d'Éléanore avec une chaleur inhabituelle et murmurant qu'elle devait entretenir les feux et ne s'aventurer dehors pour aucune raison. Et maintenant, la grande maison était presque vide, ses couloirs résonnant d'un silence rompu seulement par l'assaut incessant de l'hiver contre la pierre ancienne. Le soir approchait quand Éléanore réalisa que Sébastien n'était pas revenu de sa promenade matinale à cheval pour prendre des nouvelles des métayers dans les chaumières éloignées, et la peur qui la saisit alors fut si immédiate, si viscérale, qu'elle comprit avec une clarté soudaine à quel point les choses avaient changé au cours de ces mois de progrès prudents et hésitants. Elle n'était pas simplement inquiète pour le maître de maison, mais terrifiée pour l'homme qui avait laissé une rose blanche à sa porte, qui s'était assis en face d'elle au dîner et avait parlé de livres avec quelque chose approchant l'empressement dans ses yeux sombres. Elle faisait les 100 pas devant le feu, les mains tordues dans une anxiété inutile, lorsque la porte s'ouvrit avec fracas et que Sébastien y entra en titubant.
couvert de neige, qui s'accrochait à lui comme une seconde peau, son visage pâle comme du marbre et ses lèvres teintées d'un bleu qui arrêta le cœur d'Éléanore dans sa poitrine, et avant qu'elle ne puisse réfléchir, elle courait vers lui, le rattrapant alors que ses jambes fléchissaient, sa petite carrure supportant d'une manière ou d'une autre son poids, tandis qu'elle le guidait vers l'âtre et le salut de sa chaleur. La fièvre monta rapidement, comme le font souvent les fièvres nées d'une telle exposition, et Éléanore se retrouva dans le rôle d'infirmière, sans personne pour l'aider, lui retirant ses vêtements gelés, avec des mains qui tremblaient, non pas de froid, mais de la terrible vulnérabilité de cet homme qui avait semblé si invincible dans sa cruauté, et gisait maintenant, frissonnant et inconscient. Sous des couvertures qu'elle empilait sur lui, comme des prières manifestées en laine et en lin. Pendant les longues heures de cette nuit, elle resta assise à ses côtés, baignant son front brûlant de linge frais, lui faisant boire de petites gorgées d'eau entre des lèvres gercées, et écoutant, toujours écoutant, les mots qui s'échappaient de lui dans son délire, fragments d'un chagrin qu'il ne s'était jamais permis de prononcer à voix haute à l'état de veille. « Mère, je suis désolé, j'aurais dû le voir, j'aurais dû te protéger, pardonne-moi, s'il te plaît, pardonne-moi, j'ai été si seul, si terriblement seul, et je me suis transformé en quelque chose que tu ne reconnaîtrais pas, parce que c'était plus facile que de ressentir, plus facile que de me souvenir de ton visage quand tu as réalisé que nous avions tout perdu. » Éléanore pleura silencieusement en lui tenant la main à travers les pires ravages de la fièvre, comprenant enfin que le seigneur cruel qu'elle avait épousé n'était qu'un costume porté par un garçon qui n'avait jamais cessé de pleurer sa mère, jamais cessé de se blâmer pour des péchés qui n'étaient jamais les siens. Et elle murmura ses propres promesses dans l'obscurité. Promesses qu'elle ne partirait pas, qu'elle ne l'abandonnerait pas à l'isolement qu'il avait construit autour de lui, que s'il survivait seulement à cette nuit, elle passerait tout le temps qui leur restait à prouver qu'il était digne de l'amour qu'il s'était refusé pendant si longtemps. La fièvre tomba le 3e matin, et Éléanore, qui n'avait dormi que quelques instants volés pendant tout ce temps, se retrouva à pleurer de soulagement lorsque les yeux de Sébastien s'ouvrirent et se fixèrent sur son visage avec quelque chose comme de la reconnaissance, sa voix un murmure rauque alors qu'il demandait depuis combien de temps il était perdu dans les ténèbres, et elle le lui dit tout sauf les mots qu'il avait prononcés dans son délire, ces confessions sacrées qu'elle garderait comme des trésors jusqu'à ce qu'il soit prêt à les offrir librement. La guérison vint lentement, comme elle doit venir après de telles maladies, et avec elle vint un changement dans l'air même du manoir Ashworth, un adoucissement que les domestiques remarquèrent en premier et dont ils parlèrent à voix basse, émerveillés. Le maître les remerciait maintenant, les regardait quand il parlait, et plus remarquable encore, il souriait à sa femme avec une expression qui semblait presque timide, comme s'il apprenait une toute nouvelle langue et craignait de faire des erreurs. Sébastien apporta du thé à Éléanore un après-midi, alors qu'elle lisait près du feu, ses mains incertaines, alors qu'il posait la tasse à côté d'elle, et quand elle leva les yeux vers lui avec surprise, il dit simplement qu'elle devait être épuisée par sa veillée, et qu'il lui devait une dette qu'il ne pouvait commencer à calculer, et bien que les mots fussent formels, la chaleur qui les sous-tendait fit battre le cœur d'Éléanore comme un oiseau en cage sentant l'approche du printemps. Elle commença à lui lire à voix haute, pendant sa convalescence, des romans, de la poésie et des récits historiques qui déclenchèrent des discussions durant jusque tard dans la soirée, et Éléanore découvrit que Sébastien possédait un esprit aussi vif que celui de n'importe quel érudit, que ses opinions étaient nuancées et réfléchies, qu'il souhaitait sincèrement savoir ce qu'elle pensait, plutôt que d'attendre simplement son tour pour parler.
C'était un homme qui avait été seul si longtemps que la conversation elle-même était devenue un festin qu'il approchait avec une faim émerveillée. Madame Brennan sourit d'un air entendu en les observant prendre leur petit déjeuner ensemble, en remarquant que Sébastien avait commencé à demander l'avis d'Eléanor sur les affaires du domaine qu'il avait autrefois gardé jalousement, en voyant le maître s'attarder aux portes simplement pour regarder sa femme les franchir. Et la vieille gouvernante s'autorisa une petite prière de gratitude que l'amour puisse encore prendre racine dans un sol qui avait semblé si stérile. Le moment arriva un soir ordinaire, sans rien de remarquable à part ce qui se passa entre eux. Ils tendaient la main vers le même livre de sonnets, ayant tous deux pensé à lire à voix haute cette nuit-là, et leurs mains se rencontrèrent sur la reliure en cuir avec un contact qui envoya quelque chose d'électrique à travers tout l'être d'Eléanor, et elle leva les yeux pour trouver Sébastien figé, ses yeux sombres fixés sur leurs doigts joints, comme s'il assistait à un miracle qu'il n'osait pas croire. Aucun ne se retira, et dans cette suspension du souffle et du temps, quelque chose d'irrévocable passa entre eux. Une reconnaissance que les murs qu'ils avaient tous deux construits s'effondraient plus vite que l'un ou l'autre ne pouvait les reconstruire, et peut-être, juste peut-être, que cette destruction n'était pas quelque chose à craindre mais à accueillir, comme le premier dégel après un hiver qui avait duré bien trop longtemps. Le printemps s'annonça d'abord par de petites rébellions contre l'emprise de l'hiver, un adoucissement du givre sur les fenêtres, un chant d'oiseaux timide brisant le silence de l'aube, les premiers crocus courageux perçant un sol qui avait semblé gelé au-delà de tout espoir de renouveau. Et c'est par un matin pareil, alors que la lumière tombait dorée à travers la salle du petit déjeuner et peignait les cheveux d'Eléanor de Fils d'Ambre, que Sébastien posa sa tasse et posa une question qui allait tout changer. Si vous pouviez modifier quoi que ce soit à ce domaine, que serait-ce? Eléanor, surprise par une telle invitation de la part d'un homme qui l'avait autrefois déclaré n'être rien de plus qu'une transaction, réfléchit attentivement avant de parler du jardin qu'elle avait aperçu depuis les fenêtres de l'aile est, celui qui gisait derrière le manoir en une ruine enchevêtrée, étouffée par les mauvaises herbes et les ronces qui masquaient ce qui avait dû être autrefois magnifique. Elle avait appris de Madame Brennan que cela avait été la joie particulière de Lady Ashworth, son sanctuaire, l'endroit où elle avait appris à un jeune Sébastien les noms des fleurs et la patience nécessaire pour faire naître la beauté de la terre. Et Éléanor vit quelque chose vaciller sur le visage de son mari à la mention de cela, la douleur et le désir entremêlés comme les lianes mêmes qui avaient consumé l'héritage de sa mère. Elle s'attendait à un refus, s'attendait à ce que les murs se dressent à nouveau comme ils le faisaient toujours lorsque le passé était invoqué. Mais au lieu de cela, Sébastien resta silencieux un long moment avant de dire, la voix rauque d'une émotion qu'il n'essayait plus entièrement de cacher, que peut-être il était temps de ramener quelque chose à la vie plutôt que de continuer à le laisser mourir, et c'est ainsi que commença le projet qui allait devenir leur cour non dite, leur dialogue mené dans la terre et les graines et le labeur partagé de la résurrection. Ils travaillèrent ensemble en ces jours qui s'allongeaient du début du printemps. Sébastien retirant son manteau et retroussant ses manches pour révéler des avant-bras qui parlaient d'une force qu'il avait cachée sous l'armure d'une tenue de gentleman, Éléanor s'agenouillant dans la terre sans se soucier de sa robe, et dans ce nivellement de statut et de prétention, ils trouvèrent une liberté de parole que les salons formels n'avaient jamais permise. Il lui parla du rire de sa mère, de la façon dont il sonnait comme de la musique, de la façon dont elle croyait que faire pousser des choses était un acte de foi en l'avenir, et Éléanor partagea ses propres petits rêves, l'enseignement qu'elle souhaitait développer, les livres qu'elle aspirait à écrire, la vie tranquille qu'elle avait imaginée avant que le devoir n'exige un sacrifice. Le rire revint au manoir Ashworth.
les surprenant tous les deux la première fois qu'il s'échappa des lèvres de Sébastien à une plaisanterie d'Éléonore sur sa taille maladroite, et elle réalisa qu'elle ne l'avait jamais entendu rire auparavant, que ce son, plein, chaleureux et totalement sans défense, était un cadeau plus précieux que tous les bijoux qui reposaient intacts dans sa chambre, et elle le surprit en train de la regarder ensuite avec une expression d'étonnement émerveillé, comme s'il découvrait lui aussi quelque chose qu'il avait cru perdu à jamais. Le jardin commença à prendre forme sous leurs mains, les parterres défrichés et plantés, les sentiers restaurés, une tonnelle de roses reconstruite là où les grimpants préférés de sa mère fleuriraient un jour, et à chaque jour passé dans cette création partagée, Éléonore comprit qu'il cultivait quelque chose de bien plus important que des fleurs. Il nourrissait la tendre et fragile possibilité que deux cœurs blessés puissent encore apprendre à battre à l'unisson. L'après-midi avait été doux, Éléonore et Sébastien travaillant côte à côte pour tutorer les jeunes rosiers grimpants qui recouvriraient un jour la tonnelle restaurée, leur conversation aisée, empreinte du confort d'une familiarité croissante, lorsque le bruit des roues de carrosse sur le gravier brisa la paix avec une violence qui semblait presque physique. Éléonore sut avant de se retourner, sut avec la certitude nauséeuse d'une enfant qui a appris à reconnaître la cadence particulière d'un désastre imminent, et son visage se vida de toute couleur alors qu'elle regardait son père descendre d'un fiacre de louage. Ses vêtements en désordre, sa démarche chancelante à cause de la boisson même à cette heure matinale, et Sébastien la sentit se figer à ses côtés, sentit la joie s'écouler de son corps comme l'eau d'un vase fêlé, et quelque chose de dangereux s'agita dans sa poitrine à la vue de la peur dans ses yeux. Henry Vance avait mal vieilli depuis la dernière fois qu'Éléonore l'avait vu, les ravages de la boisson et du désespoir creusant de profonds sillons sur un visage autrefois beau. Et il s'avança vers eux avec le droit belligérant d'un homme qui n'avait jamais accepté que sa chute fût de sa propre faute, demandant pourquoi ses lettres étaient restées sans réponse, pourquoi son gendre avait refusé ses demandes raisonnables de fonds supplémentaires, traitant Éléonore de misérable ingrate qui lui devait tout et l'avait payé d'abandon. Et Sébastien regarda Éléonore sembler se recroqueviller, ses épaules se courbant vers l'intérieur, sa voix faible alors qu'elle essayait de l'apaiser et de le détourner. Et il reconnut avec une clarté écœurante la posture de quelqu'un qui avait passé des années à naviguer dans les abus, qui avait appris que l'invisibilité était la seule sécurité. La tirade continua, la voix d'Henry s'élevant alors qu'il cataloguait les échecs d'Éléonore, son visage ordinaire, sa nature têtue, son incapacité à s'assurer un bon parti avant l'offre de Sébastien, son attachement pathétique à sa sœur qui ne valait pas mieux. Et Sébastien vit Éléonore tressaillir à chaque accusation comme si elle était frappée de coups physiques, vit des larmes s'accumuler dans des yeux qu'elle luttait pour garder fixes, et la rage qui monta en lui était différente de tout ce qu'il avait jamais connu, une fureur si profonde qu'elle frisait le sacré, parce que cet homme l'avait blessée de manière qui ne laissait aucune marque visible, mais qui avait façonné l'architecture même de son âme. Sébastien s'avança, se plaçant entre Éléonore et son père, avec une froideur qui faisait paraître sa distance passée, comme de la chaleur en comparaison, et sa voix, quand il parla, était calme, avec la menace particulière d'un homme qui n'a pas besoin d'élever la voix pour détruire, informant Henry Vance qu'il partirait immédiatement et ne reviendrait jamais, que tout contact futur serait traité par des avoués, que s'il parlait à nouveau à Éléonore de cette manière, Sébastien s'assurerait qu'il passerait ses années restantes dans une prison pour dette d'où aucune supplication ne pourrait le faire sortir, et quelque chose dans ses yeux dut pénétrer même le brouillard d'ivresse d'Henry, car l'homme plus âgé recula, marmonnant des menaces qui n'avaient aucun pouvoir, remontant dans son fiacre avec la lâcheté particulière des brutes confrontées à quelqu'un qu'elles ne peuvent intimider. Ce n'est que lorsque le carrosse eut disparu que Sébastien se tourna vers Éléonore, et ce qu'il vit le bouleversa complètement.
Elle tremblait, des larmes silencieuses coulant sur ses joues, ses bras enroulés autour d'elle, comme si elle pouvait se désagréger sans cet ancrage. Et il se dirigea vers elle sans réfléchir, la recueillant contre sa poitrine, avec une tendresse dont il ne se savait pas capable. La tenant, alors que des années de douleur refoulée se libéraient enfin, ses sanglots étouffés contre son manteau, tandis qu'il murmurait des mots de réconfort dans ses cheveux, et se jurait silencieusement qu'elle ne se sentirait plus jamais sans protection, que ses bras seraient son abri aussi longtemps qu'elle voudrait de lui, qu'aimer elle, car il ne pouvait plus nier que c'était de l'amour, signifiait se tenir entre elles et chaque tempête qui oserait s'approcher. La lune était basse et lumineuse au-dessus du jardin restauré, sa lumière argentée transformant la jeune croissance tendre en quelque chose d'éthéré, d'un autre monde, et Éléanore était venue chercher ici du réconfort, comme elle le faisait souvent maintenant, cherchant la paix que ce lieu de résurrection offrait. Lorsqu'elle entendit des pas sur le sentier de gravier derrière elle et sut sans se retourner que Sébastien l'avait suivi, qu'il était lui aussi attiré par ce sanctuaire qu'ils avaient construit ensemble à partir de la ruine, du souvenir et de l'espoir timide de quelque chose qu'aucun des deux n'avait osé nommer. Elle ne parla pas alors qu'il venait se tenir à ses côtés, tous deux contemplant les roses qui avaient commencé à grimper sur la tonnelle où les préférés de sa mère refleuriraient bientôt. Et le silence entre eux n'était plus le vide froid qu'il avait été autrefois, mais plutôt une présence confortable, un espace où les mots pouvaient se former lentement sans la pression de l'attente, jusqu'à ce que Sébastien parle enfin. Sa voix rauque d'une émotion qu'il semblait lui coûter tout de libérer. « Je trouve que je ne peux plus le faire. » Éléanore se tourna vers lui, son cœur se serrant d'une peur soudaine qu'il parlait de leur paix fragile, de ce beau devenir qui avait grandi entre eux, mais son visage au clair de lune ne tenait aucune froideur, seulement une terrible vulnérabilité qu'elle avait entrevue auparavant dans des rêves fiévreux et des moments fugaces, mais jamais si ouvertement offertes. Et il continua comme si les mots étaient tirés d'un endroit profond longtemps scellé, lui disant qu'il avait essayé, Dieu l'aide, il avait essayé de la haïr comme il l'avait prévu, de la faire payer pour chaque larme que sa mère avait versée, pour chaque nuit où il était resté éveillé à l'écouter pleurer à travers les murs d'une maison dépouillée de sa dignité par la cupidité de son père, mais quelque part, entre l'automne de son arrivée et ce printemps au clair de lune, elle avait défait chaque brique soigneusement posée de sa haine, s'était glissée à travers ses défenses comme l'eau à travers la pierre, et il se retrouvait avec rien d'autre que la vérité terrifiante, que sa vengeance était devenue sa rédemption, son châtiment était devenu sa paix, et il ne savait que faire d'un cœur qui avait réappris à ressentir alors qu'il avait été si certain de l'avoir oublié. Éléanore écouta avec des larmes glissant silencieusement sur ses joues, et quand il eut fini, elle posa la question qui l'avait hantée à travers chaque moment de douceur, chaque rire partagé, chaque contact accidentel qui s'était attardé plus longtemps que l'accident ne pouvait l'expliquer. Pouvait-il vraiment l'aimer, sachant le nom qu'elle portait, sachant que le sang des Vance coulait dans ses veines, qu'elle était la fille de l'homme qui avait détruit tout ce qu'il chérissait? Et Sébastien se tourna alors complètement vers elle, prenant ses mains dans les siennes, avec une tendresse qui lui coupa le souffle, et sa réponse vint avec le poids d'une conviction absolue. « Je t'aime à cause de qui tu es, pas en dépit d'où tu viens, car tu m'as montré que les péchés des pères n'ont pas besoin d'être hérités, que le courage peut fleurir dans le sol le plus empoisonné, qu'un nom n'est que des lettres, tandis qu'une âme est tout, et la tienne, Éléanore, est la plus belle que j'ai jamais rencontrée. Je t'aime. Non pas la femme que je pensais punir, mais la femme qui a enseigné aux enfants du village sans permission, qui m'a soigné pendant ma fièvre sans obligation, qui a pleuré pour le jardin de ma mère et m'a aidé à le ramener à la vie. Et si tu peux trouver en toi la force d'aimer un homme qui a commencé comme ton ennemi, je passerai chaque jour qui me reste à me prouver digne d'une telle grâce. »
La réponse qu'Eleanor donna ne nécessita aucun mot, car elle se hissa sur la pointe des pieds tremblants et pressa ses lèvres contre les siennes, et dans ce premier vrai baiser sous la lune d'argent, dans le jardin qu'ils avaient ressuscité de l'abandon et du chagrin, quelque chose qui avait été brisé en eux deux se répara enfin. Ses bras se refermèrent autour d'elle, comme s'il avait attendu toute sa vie pour la tenir ainsi. Et elle se fondit dans son étreinte avec le soulagement de quelqu'un qui avait erré perdu et avait enfin trouvé son foyer. Et quand enfin ils se séparèrent, essoufflés et transformés, Sébastien pressa son front contre le sien et murmura son nom comme une prière, comme une promesse, comme le premier mot d'une nouvelle langue qu'ils passeraient leur vie à apprendre ensemble. Et les roses que sa mère avait autrefois entretenues semblèrent se pencher vers eux en guise de bénédiction, leur parfum embaumant l'air nocturne du parfum des secondes chances. Les jours qui suivirent eurent une qualité d'émerveillement onirique, chaque regard échangé portant le poids d'une révélation, chaque contact accidentel maintenant autorisé à s'attarder avec intention. Et Thomas observa la transformation de son frère avec des yeux qui devinrent suspicieusement brillants, faisant remarquer à madame Brennan qu'il avait cru le Sébastien dont il se souvenait de son enfance perdue à jamais, pour le voir revenir par degrés à chaque sourire qu'Eleanor suscitait, et le personnel de maison se déplaçait dans ses tâches avec des pas plus légers, car le manoir Ashworth avait commencé à ressembler à un foyer plutôt qu'à un mausolée, la chaleur s'infiltrant dans les coins qui n'avaient connu qu'une froide formalité pendant des années innombrables. Ce fut Sébastien qui suggéra qu'ils retournent à la chapelle où leur cérémonie sans amour avait eu lieu, qui demanda à Éléanore si elle consentirait à prononcer de nouveaux vœux, non pas les récitations creuses de leur union contractuelle, mais des mots qui signifiaient quelque chose, des promesses nées du choix plutôt que de la coercition. Et Éléanore pleura en acceptant, pleura pour la jeune fille qui avait parcouru cette allée avec résignation, et pour la femme qu'elle était devenue, qui la parcourait à nouveau avec joie. Ils y allèrent seuls, juste tous les deux, un après-midi où la lumière du soleil printanier filtrait à travers les vitraux et les peignait de couleurs d'or, de rose et de vert luxuriant, et là, où la pluie avait autrefois pleuré contre les fenêtres comme des larmes pour un arrangement condamné, Sébastien prit les mains d'Eleanor et jura de l'aimer de chaque souffle qui lui restait, d'honorer sa force et de chérir sa douceur, de passer ses jours à se prouver digne de la grâce qu'elle avait montrée en pardonnant ce qui aurait dû être impardonnable, et Éléanore jura en retour de se tenir à ses côtés à travers toutes les ombres qui pourraient venir, de l'aider à porter le chagrin qu'il avait supporté seul, de construire avec lui un avenir qui honorait le passé sans en être emprisonné. Et quand ils s'embrassèrent pour sceller ses promesses privées, la chapelle qui avait été témoin de leur froid commencement béni, maintenant leur chaleureux devenir. Ce soir-là, les affaires d'Éléanore furent déplacées dans les appartements du maître, et elle entra dans la pièce qui avait été le refuge solitaire de Sébastien pour la trouver transformée avec des fleurs de leur jardin, des bougies jetant une lumière dorée sur le lit qu'ils partageraient désormais, et Sébastien attendant avec une vulnérabilité dans les yeux qui la toucha au-delà des mots, cet homme fier qui avait appris à laisser ses murs s'effondrer, et alors que la porte se refermait derrière eux, le manoir Ashworth s'installa dans une paix qu'il n'avait pas connue depuis des décennies, ses pierres elles-mêmes semblant soupirer de contentement, alors que l'amour prenait enfin résidence entre ces murs anciens. La lettre arriva un matin où l'été avait enfin commencé à réchauffer les pierres du manoir Ashworth, alors qu'Éléanore s'était réveillée dans les bras de Sébastien avec le contentement somnolent de celle qui a appris à faire confiance au bonheur, et la vue du visage pressé du messager, alors qu'il remettait le papier froissé entre les mains de madame Brennan, envoya un frisson à travers les couloirs ensoleillés qu'Éléanore ressentit avant même d'en connaître la cause. Elle reconnut immédiatement l'écriture, le script tremblant de sa jeune sœur Clara, et tandis qu'elle lisait les mots désespérés,
Son visage se vida de toute couleur, ses mains tremblant si violemment que Sébastien dut prendre la lettre de ses doigts et la lire lui-même, son expression s'assombrissant à chaque ligne qui révélait la profondeur du péril de Clara. Abandonnée par un prétendant qui avait promis le mariage et l'avait plutôt laissée, avec rien d'autre que la honte et les dettes, dans un logement bon marché de Londres, trop fière pour écrire jusqu'à ce que la maladie l'ait privée d'options, la fièvre la consumant. Seule et effrayée, suppliant le pardon d'Éléanore de la déranger, alors qu'elle savait que leur père avait déjà causé tant de douleur, et le cri d'angoisse d'Éléanore résonna à travers le manoir, alors qu'elle s'agrippait au bras de Sébastien et lui disait qu'elle devait y aller, qu'elle devait partir immédiatement, que Clara était tout ce qui lui restait de famille digne d'être revendiquée, la sœur pour laquelle elle avait tout sacrifié, et qu'elle ne pouvait pas la perdre à cause de la pauvreté et de la maladie dans un coin oublié de la ville. La réponse de Sébastien vint sans hésitation, sans le calcul qui avait autrefois défini chacune de ses actions, car il appela simplement à ce que le carrosse soit préparé et informa madame Brennan qu'il se rendrait à Londres dans l'heure. Et quand Éléanore le regarda avec une gratitude désespérée et commença à balbutier qu'il n'avait pas besoin de se déranger, qu'elle pouvait se débrouiller seule, il la fit taire avec un regard qui ne souffrait aucune discussion et des mots qui s'enroulèrent autour de son cœur comme une promesse. « Où tu vas, je vais. Le bien-être de ta sœur est maintenant ma préoccupation aussi sûrement que la tienne, et je ne te laisserai pas affronter cette terreur sans moi à tes côtés. » Le voyage vers Londres passa dans un flou de kilomètres anxieux. Éléanore incapable de manger ou de se reposer, son esprit évoquant des images terribles de la souffrance de Clara, et Sébastien lui tint la main à travers chaque heure cahotante, parlant peu mais présent d'une manière qui l'ancrait lorsque la peur menaçait de l'emporter entièrement. Et quand ils arrivèrent enfin à l'adresse que Clara avait donnée, une petite chambre minable dans une pension qui empestait le chou et le désespoir, les pires craintes d'Éléanore se confirmèrent à la vue de la silhouette décharnée de sa sœur, à peine reconnaissable sous les ravages de la fièvre, sa respiration faible et sa peau brûlante au toucher, et Éléanore tomba à genoux à côté du lit étroit, avec un sanglot qui semblait s'arracher de son âme même. Sébastien était déjà en mouvement, convoquant déjà la logeuse avec des ordres qui portaient le poids de la richesse et de l'autorité, dépêchant déjà des messagers pour les meilleurs médecins que Londres pouvait fournir, sa bourse ouverte sans question ni limite, et tandis qu'Éléanore berçait la main de sa sœur et murmurait des prières qu'elle n'avait pas prononcées depuis l'enfance. Elle comprit avec une clarté perçante que l'homme qui avait autrefois cherché à la punir par le mariage se battait maintenant avec toutes les ressources qu'il possédait pour sauver la seule personne qu'elle aimait le plus au monde. Les semaines qui suivirent se fondirent en une veillée sans fin d'espoir et de terreur, de nuits blanches passées à observer la poitrine de Clara se soulever et retomber avec des respirations qui semblaient trop faibles, trop incertaine, et Éléanore existait dans un état d'angoisse suspendue qui l'aurait détruite si Sébastien n'avait pas été là, inébranlable comme la pierre, infatigable comme la marée, gérant chaque détail qu'elle ne pouvait se résoudre à considérer, payant les médecins qui allaient et venaient avec des expressions graves, trouvant de meilleurs logements lorsqu'il devint clair que Clara ne pouvait être déplacée loin, s'assurant que la nourriture apparaissait devant Éléanore même lorsqu'elle insistait qu'elle ne pouvait pas manger, et s'asseyant à ses côtés pendant les heures les plus sombres, lorsque la fièvre de Clara montait en flèche, et qu'Éléanore était certaine de perdre sa sœur au même sort cruel qui avait réclamé tant d'autres choses, sa main enroulée autour de la sienne comme une ancre l'empêchant de se noyer dans le désespoir. Il parlait peu pendant ces longues nuits, car Sébastien n'avait jamais été un homme de mots faciles, mais sa présence disait tout. La façon dont il apprenait les noms des médecins et les interrogeait avec une intelligence vive sur les traitements et les pronostics. La façon dont il se rendait personnellement chez l'apothicaire
lorsque des médicaments étaient nécessaires, plutôt que de confier quelque chose de si vital à des domestiques, la façon dont il tenait Éléanore lorsqu'elle s'effondrait finalement en larmes d'épuisement, et lui murmurait contre les cheveux que Clara survivrait, qu'il ne permettrait aucun autre résultat, que la fortune des Ashworth existait précisément pour des moments comme celui-ci. Lentement, douloureusement lentement, Clara commença à s'améliorer. La fièvre tomba la 12e nuit, et bien qu'elle restât faible comme un chaton nouveau-né, ses yeux, lorsqu'ils s'ouvrirent, contenaient de la reconnaissance, contenaient de la vie, et Éléanore pleura de soulagement en serrant la main fine de sa sœur et en lui promettant que tout irait bien maintenant, qu'elle était en sécurité, qu'elle ne serait plus jamais seule. C'est pendant la convalescence de Clara, dans les moments calmes où Éléanore pouvait enfin respirer sans que la peur ne lui serre la poitrine, que sa sœur vit vraiment Sébastien pour la première fois, non pas le seigneur froid qu'Éléanore avait décrit dans ses premières lettres, non pas l'instrument de vengeance que les péchés de leur père avaient forgé, mais l'homme qui apportait du thé à Éléanore, sans qu'on le lui demande, et qui lisait à haute voix des romans le soir, pour reposer la voix d'Éléanore, qui avait mis toute sa vie en suspens, sans plainte ni ressentiment, pour se tenir aux côtés de sa femme, pendant son heure la plus sombre. « Il t'aime », murmura Clara, en après-midi, alors que Sébastien était sorti pour organiser leur futur voyage de retour. Sa voix encore fragile, mais ses yeux vifs d'une perception que la maladie n'avait pas diminué, et Éléanore sentit des larmes lui piquer les yeux en hochant la tête et en admettant que oui, d'une manière ou d'une autre, incroyablement, il l'aimait. Et elle l'aimait en retour, l'aimait plus profondément qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer lorsqu'elle était entrée pour la première fois au manoir Ashworth, en sacrifice aux dettes de son père. Ce soir-là, alors que Clara s'était endormie d'un sommeil réparateur, Sébastien attira Éléanore à la fenêtre de leur modeste logement, où Londres s'étendait, grise et sans fin, sous un ciel crépusculaire, et il tourna son visage vers le sien, avec des doigts doux, et prononça des mots qu'elle porterait dans son cœur pour toujours. « Tes batailles sont les miennes maintenant, Éléanore, tes chagrins, tes peurs, tes joies, tout cela nous appartient à tous les deux, et je passerai ma vie à prouver que la transaction qui nous a réunis est devenue la plus grande bénédiction que j'ai jamais connue. » Le voyage de retour au manoir Ashworth ne ressemblait en rien à la première arrivée d'Éléanore par ce soir d'automne détrempé où elle était venue en étrangère dans une maison d'ombre, car maintenant le carrosse transportait non pas une femme liée par le devoir, mais 3 âmes unies par l'amour et l'épreuve. Sébastien stable à ses côtés, Clara pâle mais se renforçant contre les coussins en face, les yeux écarquillés d'émerveillement, alors que la campagne se déroulait, verte et dorée, sous le soleil généreux de l'été, et quand le manoir apparut enfin, ses pierres ne semblaient plus froides et menaçantes, mais chaudes de promesses. Du poids accumulé de la transformation qui s'était produite entre ces murs, et Éléanore sentit des larmes couler sur ses joues, en réalisant qu'elle ramenait sa sœur à la maison, en vérité, dans un endroit où toutes deux seraient chéries, plutôt que simplement tolérées. Sébastien avait écrit à l'avance, et Madame Brennan avait tout préparé avec l'efficacité tranquille, qui masquait une profonde affection. Mais ce fut la décision de Sébastien, concernant l'aile est, qui frappa le plus profondément Éléanore, lorsqu'il conduisit Clara à travers ces portes longtemps interdites, et lui montra les pièces qu'il avait ordonné de rénover. Non pas le sanctuaire préservé du chagrin qu'Éléanore avait découvert en secret tant de mois auparavant, mais des chambres lumineuses avec du papier peint frais, du linge neuf et des fenêtres grandes ouvertes pour attraper la brise des jardins en contrebas. Et quand Clara haleta devant la beauté de l'espace qui serait le sien, Sébastien dit simplement que l'aile avait été fermée assez longtemps, que sa mère aurait voulu qu'elle soit remplie de vie plutôt que laissée comme un monument au chagrin,
Et Éléanore comprit qu'en ouvrant ces pièces, il relâchait enfin l'emprise du passé qui l'avait tenu prisonnier si longtemps. L'été se déploya comme un cadeau autour d'eux. Clara se renforçait de semaine en semaine, des couleurs revenant sur ses joues, alors qu'elle explorait les jardins et le domaine, et Thomas, cher Thomas, trouvait des excuses pour venir plus fréquemment que le devoir ne l'exigeait. Ses yeux suivant Clara avec un intérêt qui faisait sourire Éléanore d'un air entendu, et pendant tout ce temps, le domaine prospérait sous les soins d'Éléanore, l'école du village maintenant correctement établie, les métayers parlant de leurs dames avec une affection sincère, la maison bourdonnant d'un contentement qui semblait presque miraculeux à ceux qui se souvenaient des jours plus sombres du manoir. C'est à la fin de l'été, alors que les roses que la mère de Sébastien avait plantées autrefois explosaient en une floraison luxuriante dans tout le jardin restauré, qu'Éléanore remarqua pour la première fois les changements dans son propre corps, les nausées matinales qu'elle essayait de cacher, l'épuisement qui s'emparait d'elle malgré son bonheur, et quand elle murmura enfin ses soupçons à Sébastien un soir, alors qu'il parcourait les sentiers du jardin, son visage se transforma à travers une douzaine d'émotions en succession rapide. Le choc, puis la peur, puis une joie si profonde et vulnérable que cela lui brisa presque le cœur d'en être témoin. Il la prit dans ses bras avec une révérence tremblante et parla contre ses cheveux d'une voix épaisse d'émotion, avouant qu'il ne s'était jamais imaginé digne de la paternité, qu'il avait craint de transmettre la froideur qui l'avait presque consumé, mais Éléanore posa sa main sur sa joue et lui rappela tout ce qu'il était devenu, tout ce qu'ils avaient construit ensemble à partir des ruines de la vengeance et du devoir. Et elle lui dit que tout enfant d'eux ne connaîtrait que l'amour, car ils avaient appris ensemble à transformer la douleur en tendresse, et leur famille serait la preuve vivante que même les arrangements les plus sombres pouvaient s'épanouir pour devenir les foyers les plus chaleureux. L'automne revint au manoir Ashworth, avec sa lumière dorée et ses vents vifs, peignant les jardins d'ambre et de rouille, et Éléanore regarda les feuilles dériver devant sa fenêtre, avec la conscience profonde qu'exactement une année s'était écoulée depuis sa première arrivée à ses portes, un sacrifice effrayé aux dettes de son père, un pion dans un jeu de vengeance qu'elle n'avait pas entièrement compris. Et maintenant, elle gisait dans les appartements du maître, la main de Sébastien serrée dans la sienne, son corps secoué par les douleurs de l'accouchement, tandis que la sage-femme lui prodiguait des encouragements et que Clara pressait des linges frais sur son front, et à travers le brouillard de l'épuisement et de la peur, elle s'émerveilla de la transformation complète de sa vie, de la façon dont la froide transaction était devenue ce moment de mise au monde d'une nouvelle vie, dans un foyer désormais rempli de chaleur et d'espoir. Les heures s'étirèrent, sans fin et angoissantes, et Sébastien refusa de partir malgré les exigences de la bienséance qui voulait que les maris attendent ailleurs, son visage pâle de terreur impuissante, alors qu'il regardait Éléanore souffrir, et quand enfin la dernière poussée fit entendre un cri vagissant qui remplit la chambre du son unmistakable de la nouvelle vie. Éléanore vit l'expression de Sébastien se briser en quelque chose de brut et de sans défense, l'émerveillement, la peur et un amour si écrasant que des larmes coulèrent librement sur ses joues, alors que la sage-femme plaçait leur fils dans ses bras tremblants. Il tint l'enfant. James, l'appellerait-il, d'après le grand-père de Sébastien, le dernier Ashworth à avoir connu un vrai bonheur, avec une révérence si terrifiée qu'Éléanore aurait ri si elle en avait eu la force, cet homme puissant qui commandait des industries et des domaines rendus totalement impuissants par une créature assez petite pour être bercée dans ses deux mains, et quand il leva enfin les yeux vers Éléanore, sa voix se brisa en murmurant qu'il ne savait pas comment être un père, qu'il avait appris la froideur et la distance du sien, qu'il craignait d'empoisonner cette âme innocente avec l'amertume qui l'avait consumée si longtemps. Mais Éléanore tendit la main vers lui, l'attirant pour qu'il s'asseye à côté d'elle sur le lit, et elle plaça sa main sur la sienne, là où elle soutenait la tête de leur fils,
et lui dit ce qu'elle avait fini par comprendre au cours de leur long voyage ensemble. Que le fait même de sa peur prouvait qu'il serait différent, qu'un homme qui s'inquiétait de répéter les erreurs de son père choisissait déjà un autre chemin, qu'elle l'avait vu apprendre à aimer alors qu'il se croyait incapable, l'avait vu voir s'effondrer des murs qu'il avait construits pour durer toute une vie, et elle savait avec une certitude absolue qu'il donnerait à James tout ce dont il avait lui-même été privé. La patience, la présence, une dévotion inconditionnelle. Dans les jours qui suivirent, Éléanore observa la transformation se dérouler comme le mouvement final d'une symphonie se construisant vers sa résolution. Sébastien, qui s'était autrefois enfermé dans son bureau pendant des heures pour éviter tout contact humain, trouvait maintenant des excuses pour visiter la nurserie à toute heure, se tenant au-dessus du berceau avec une expression de tendresse protectrice et féroce qui lui serrait le cœur de gratitude. Les domestiques murmuraient avec étonnement en voyant le maître devenu doux, qui souriait facilement, qui tenait son héritier avec des mains qui avaient autrefois signé des documents de froide vengeance et qui maintenant traçaient les traits délicats de son fils endormi avec un émerveillement tremblant. Et Éléanore comprit que le mariage né de la vengeance avait accompli quelque chose de bien plus grand que ce que l'un ou l'autre aurait pu imaginer, créant non seulement une union, mais une famille, non seulement une famille, mais un héritage d'amour qui rachèterait toute la douleur qui avait précédé. 5 années s'étaient peintes sur le manoir Ashworth en couches de joie et de croissance, et le jardin qu'Éléanore et Sébastien avaient restauré ensemble était devenu légendaire dans tout le comté. Des visiteurs venaient de domaines lointains pour parcourir ces sentiers sinueux, s'émerveiller des roses qui tombaient en cascade sur les anciens murs de pierre et des bordures de lavande qui bourdonnaient d'abeilles en été. Mais aucun d'eux ne connaissait la véritable histoire écrite dans ces fleurs, l'histoire de 2 âmes blessées qui avaient retrouvé le chemin de la vie en travaillant côte à côte dans la terre. Et en cet après-midi d'automne particulier, avec une lumière dorée filtrant à travers les feuilles de cuivre et l'air portant cette odeur familière de fumée de bois et de pommes mûrissantes, Éléanore se tenait au cœur du jardin, regardant James, maintenant un garçon robuste de 5 ans, avec les cheveux sombres de son père et ses propres yeux gris, poursuivre sa jeune sœur Catherine à travers les haies, leur rire résonnant comme des cloches sur le domaine où le silence avait autrefois régné en maître. Le manoir s'était transformé aussi complètement que son maître, n'étant plus un monument au chagrin et à la vengeance, mais un foyer vivant du chaos et de la chaleur de la famille. Le métier à broder de Clara se tenait près de la fenêtre du petit salon où elle s'asseyait dans un contentement tranquille, sa main reposant sur le gonflement de son ventre, tandis qu'elle regardait son mari Thomas lire à haute voix le journal, leur propre histoire d'amour s'étant déroulée naturellement dans les années depuis sa venue, pour récupérer, s'épanouissant de la gratitude à l'amitié, puis à quelque chose de plus profond qui ne surprit personne, sauf peut-être eux-mêmes. Et Sébastien, l'homme qui s'était autrefois enfermé à l'écart de tout lien humain, passait maintenant ses soirées à apprendre à James à jouer du piano. Le même instrument qui avait autrefois résonné d'une isolation mélancolique, remplissant maintenant la maison de gamme maladroite et de rires patients. Il trouva Éléanore dans le jardin, alors que la gouvernante des enfants les rassemblait pour leur repos de l'après-midi, et il lui prit la main aussi naturellement que de respirer, la conduisant le long du sentier qu'ils avaient parcouru 1000 fois à travers les saisons de plantation, de taille et de récolte, passant devant le banc où ils avaient partagé leur première confession d'amour, sous la tonnelle où les roses que sa mère avait plantées des décennies auparavant fleurissaient encore fidèlement chaque été, et quand ils atteignirent la petite fontaine au centre du jardin, sèche et en ruine, quand ils commencèrent ce travail. Chantant maintenant d'une eau claire, il s'arrêta et se tourna pour lui faire face avec une expression qui contenait encore,
après toutes ces années, cette pointe d'émerveillement qu'elle avait d'abord entrevue dans ses yeux à la naissance de leur fils. « J'ai réfléchi, dit-il, sa voix basse et rauque d'émotion, à cette nuit où tu es arrivé, la pluie, le froid, ma détermination à te faire souffrir pour des péchés qui n'ont jamais été les tiens. Et je ne peux pas réconcilier cet homme avec qui je suis maintenant, debout ici avec toi, regardant nos enfants jouer dans un jardin qui était mort avant que tu ne le ramènes à la vie. » Eleanor leva la main pour toucher son visage, traçant les lignes que le temps y avait gravées, des lignes de rire maintenant plutôt que d'amertume, et elle se souvint aussi, la peur, la résignation, l'attachement désespéré au devoir comme sa seule boussole à travers une situation impossible, et elle s'émerveilla de l'alchimie qui avait transformé l'arrangement en dévotion, la transaction en tendresse. « Je pensais que je te punissais, » continua Sébastien, sa voix se brisant légèrement sur les mots qu'il portait clairement depuis un certain temps, attendant ce moment, cet écho automnal parfait de leur commencement. Je pensais que la vengeance guérirait quelque chose de brisé en moi. Au lieu de cela, tu m'as sauvé, Éléanore. Tu m'as sauvé de devenir le monstre que j'étais, si déterminé à être. Elle lui sourit, à cet homme qui avait appris à aimer contre tout instinct, qui avait démoli ses propres murs brique par brique. Et elle dit la vérité qui s'était cristallisée au fil des années à construire une vie ensemble. Nous nous sommes sauvés l'un l'autre, Sébastien. C'est le miracle qu'aucun de nous n'attendait quand cela a commencé. Ce soir-là, alors que le premier gel de l'hiver peignait de délicats cristaux sur les fenêtres du manoir Ashworth, la famille se rassembla dans le grand salon où la lueur du feu dansait sur des visages transformés par des années d'amour. James était assis en tailleur sur le tapis, enseignant à la jeune Catherine les règles des échecs, tandis que Clara et Thomas partageaient un canapé, sa tête reposant contre son épaule, alors que sa main traçait de doux cercles sur son ventre arrondi, et Sébastien et Eleanor occupaient les fauteuils les plus proches de l'âtre, ses doigts entrelacés avec les siens, alors qu'ils observaient la scène devant eux, avec le contentement tranquille de ceux qui ont bravé les tempêtes et sont arrivés au port, et en ce moment de paix parfaite, où les seuls sons étaient le crépitement des flammes, le doux murmure des voix des enfants et le tournoiement occasionnel d'une page, il semblait impossible de se souvenir que cette maison avait été autrefois un monument au chagrin, que ses pièces avaient résonné de solitude, que l'homme dont les yeux brillaient maintenant d'une douce chaleur avait autrefois déclaré ce mariage un instrument de vengeance. Cher auditeur, si vous avez voyagé avec nous à travers ce long récit de deux âmes qui se sont trouvées dans les circonstances les plus improbables, peut-être avez-vous reconnu quelque chose de vous-même dans leur parcours, peut-être avez-vous aussi connu le poids du devoir qui semble écraser tout espoir de bonheur, ou la satisfaction amère de murs construits si haut qu'aucune douleur ne peut vous atteindre, ou la vulnérabilité terrifiante de laisser une autre personne voir les endroits blessés que vous avez cachés au monde entier. Et si c'est le cas, alors que leur histoire soit une lampe sur vos propres chemins sombres, illuminant la vérité que nous ne pouvons savoir ce que notre souffrance apportera, que les arrangements faits dans la froideur peuvent devenir les foyers les plus chaleureux, que la capacité de transformation du cœur dépasse nos imaginations les plus désespérées. Eleanor était arrivée à ses portes, se croyant un sacrifice, une transaction, un pion dans des jeux joués par des hommes qui ne se souciaient nullement de son âme, et Sébastien l'avait accueilli croyant que la vengeance guérirait les blessures que la mort de sa mère avait gravées dans son esprit. Aucun n'aurait pu prévoir que le devoir deviendrait dévotion, que la proximité engendrerait la compréhension, que l'accumulation lente de petites bontés construirait un pont sur le gouffre des anciens griefs. Et pourtant, ils étaient assis là, entourés d'enfants qui ne connaîtraient jamais la froide distance que Sébastien avait endurée, par des liens familiaux forgés non pas par obligation,
mais par l'amour le plus vrai et le plus résilient. Alors, si vous vous trouvez ce soir dans des circonstances qui semblent impossibles à supporter, dans des arrangements qui ne sont pas de votre choix, dans des prisons construites par les péchés des autres ou par vos propres marchés désespérés, prenez courage de cette vérité. Les murs peuvent s'effondrer, les cœurs peuvent guérir, et parfois les chaînes mêmes que nous croyons nous détruire deviennent les liens qui nous attachent à notre plus grande joie. Cela ne requiert que de la patience, le courage de rester ouvert quand se refermer serait plus facile, et la foi que même le sol le plus gelé peut accueillir des graines qui fleuriront en jardin plus beau que nous n'osions en rêver. Puissiez-vous trouver, cher auditeur, la paix qu'Éléanore et Sébastien ont découverte, que vos saisons les plus froides cèdent la place à des printemps d'une chaleur inattendue, que vous ayez la force de laisser vos murs s'effondrer et la grâce de pardonner aux autres et à vous-même. Et quand le feu baisse et que la nuit devient silencieuse, puissiez-vous reposer dans la connaissance que l'amour, patient et persistant, a le pouvoir de racheter même les plus sombres des commencements, transformant la vengeance en tendresse, le devoir en dévotion, et deux cœurs brisés en un foyer inébranlable.